Bonjour à tous. Encore merci de votre présence au 13e Forum de sciences cognitives qui a comme thématique cette année la cognition humaine, animale et artificielle. Donc, notre prochain intervenant est Philippe Schenkler. Il est directeur de recherche au CNRS, au sein de l'Institut Jean-Nicot et à l'École normale supérieure. Ses thématiques de recherche sont à la croisée entre les aspects sémantiques, pragmatiques et philosophiques du langage, mais aussi en logique philosophique. Tout au long de son brillant parcours académique, il a d'abord obtenu l'agrégation en philosophie étant classé majeur au niveau national. Par la suite, il a aussi obtenu 2 titres de docteur, un en linguistique au MIT aux États-Unis et le deuxième en philosophie obtenu à l'École d'autres études en sciences sociales à Paris. Philippe Schenkler a une vaste expérience dans le domaine, dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et il a même reçu le titre de professeur distingué de la New York University. Pour ces forums, il a choisi de nous parler au sujet de la linguistique chez les primates. Et pour cela, il nous présentera des données récemment collectées par des primatologues en essayant de nous faire le parallèle entre les cris d'alarme des petits singes et le langage humain. Mesdames et messieurs, je vous invite à accueillir Philippe Schenkler. Bonjour, c'est un plaisir, un honneur d'être ici. Je voudrais vous faire part ce matin des premiers résultats d'une collaboration qui a eu lieu depuis des années entre 2 équipes de primatologues, celle de Klaus Zubabühler à Neuchâtel et d'Alban Lemasson à Rennes, et une équipe de linguistes et de psycholinguistes au CNRS. Je vais essayer de vous convaincre que les systèmes de communication des petits singes, en l'occurrence de certains petits singes d'Afrique, sont suffisamment sophistiqués pour qu'on puisse les analyser avec le type de méthode qu'on utilise en linguistique contemporaine. En revanche, je ne vais pas suggérer qu'il y a des similarités formelles non triviales entre ces systèmes de communication et les langages humains. En d'autres termes, je vais suggérer que ces langages singes, si on peut parler ainsi, doivent être étudiés pour eux-mêmes et qu'avant d'asserter des thèses très fortes sur leur similarité ou pas avec les langages humains, il faut commencer par comprendre beaucoup plus en détail leurs propriétés formelles. Donc, il s'agit ici d'un travail qui a été fait en collaboration avec cette large équipe. Mes collaborateurs sont cités ici. Je parlerai bien entendu en français. J'ai laissé les diapositives en anglais, je m'en excuse. Alors, les résultats principaux sont les suivants. Les expériences de terrain en primatologie ont récemment donné lieu à des données extrêmement riches sur la forme et l'usage des cris d'alarme des petits singes et également des grands singes. Et donc, nous allons essayer de commencer à en faire des modèles linguistiques explicites. Plutôt que de vous donner des généralités sur ce sujet, je vais parler de l'un des exemples les plus fameux de ces systèmes sophistiqués. Il s'agit des cris d'alarme des singes de Campbell mâles, qui sont devenus des stars internationales en 2009, quand Ouattara et ses collègues, qui font partie de l'équipe qui a donné lieu à ce travail, ont montré que ces petits singes ont plusieurs mots, en particulier boom, crack et rock. Ils ont un suffixe et ils ont peut-être une sémantique régulière. En nous fondant sur de nouvelles données qui sont dues en particulier à Kate Arnold, qui fait également partie de l'équipe, et à Soumya Kinnan, nous allons montrer qu'il y a ce que l'on pourrait appeler initialement une différence dialectale entre 2 sites. La forêt Taille en Côte d'Ivoire et l'île de Tiwai au Sierra Leone. Alors, la principale différence écologique entre ces 2 sites, c'est que les léopards sont présents dans la forêt Taille et sont absents sur l'île de Tiwai. Les léopards sont très importants parce que ce sont des prédateurs des petits singes de Campbell.
Mais le résultat tout à fait extraordinaire que l'on va trouver dans nos données, c'est que alors même que la différence écologique porte sur la présence ou l'absence des léopards, il y a une différence dans le comportement d'alarme vis-à-vis des aigles. Et donc on va suggérer qu'il y a là véritablement une sorte d'analyse linguistique qui doit être donnée. Et on va étudier ici deux théories possibles. L'une qui postule qu'il y a véritablement une différence dialectale entre les cris d'alarme des singes de Campbell dans la forêt thaï et les cris d'alarme des singes de Campbell sur l'île de Tiwai, et une théorie alternative qu'on pense un petit peu meilleure, dans laquelle il n'y a pas en fait de différence dialectale, mais il y a un système linguistique beaucoup plus sophistiqué qu'on aurait pu croire de prime abord. J'ajoute que pour autant qu'on sache, les deux groupes que l'on va étudier sont génétiquement extrêmement proches. La séparation est relativement récente en termes d'évolution biologique. Alors, ce dont on va parler, ce sont principalement des singes de Campbell, un petit peu des singes de Diana. Là, je vous ai donné une image de manuel qui vous montre les points de séparation en millions d'années entre les humains, les chimpanzés, avec un ancêtre commun le plus récent il y a plus de 6 millions d'années, et puis vous allez jusqu'aux gorilles, aux orang-outans, etc. Et puis vous tombez ici tout à coup sur l'ancêtre commun le plus récent avec les singes d'Afrique, et vous voyez qu'on est ici à des ancêtres communs qui sont extrêmement éloignés de nous, il y a plus de 20 millions d'années. Alors, d'habitude, on étudie ces systèmes de communication chez les singes pour répondre à des questions sur l'origine des langues humaines. Et il y a deux grandes théories, l'une qui postule que les langues signées sont apparues d'abord, l'autre qui postule que les langues orales sont apparues d'abord. Il est tout à fait tentant et assez raisonnable d'étudier les systèmes de vocalisation chez les singes comme pertinents pour cette question-là. Il pourrait éventuellement apporter de l'eau au moulin des théories qui disent que les langues vocales se sont développées d'abord. Mais je vais rester totalement agnostique sur cette question. D'une part parce que, comme je l'ai montré, le point de séparation entre les petits singes que l'on va étudier, en l'occurrence des petits singes d'Afrique, et la lignée qui a donné lieu aux êtres humains est extrêmement ancienne. Et puis par ailleurs, parce que les propriétés que l'on va trouver chez les langages des petits singes n'ont pas de point en commun si frappant avec les langues humaines que l'on puisse même postuler qu'il y ait une origine commune. Donc actuellement, sur cette question-là, on va être extrêmement modeste. Alors, la question suivante que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est légitime de parler de langage singe ? La question a très peu de sens si vous ne spécifiez pas ce que vous appelez langage. Du point de vue de la théorie des langages formels développés en mathématiques, mais utilisés pour analyser les langues humaines, vous pouvez tout à fait considérer qu'un langage, c'est n'importe quel ensemble d'expressions bien formées. Donc je vous ai donné ici un exemple très très simple, 1, 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1 plus 1, etc. C'est un ensemble d'expressions bien formées, c'est pas totalement trivial. Par exemple, si vous regardez l'expression plus plus 1, elle va être mal formée, elle ne va pas faire partie de cet ensemble-là. Et vous pouvez tout à fait appeler ça un langage si vous avez une définition très minimale du langage. Alors vous pourriez dire, non mais ce qu'on a dans les langues humaines, c'est absolument tout à fait autre chose. Mais en fait, ce type d'approche formelle de ce que c'est qu'un langage a été appliqué par la linguistique contemporaine tout aussi bien au langage humain. Je vous ai donné ici un tout petit fragment de l'anglais, dans lequel vous allez avoir en anglais Obama, Obama's predecessor, Obama's predecessor's predecessor, etc. Et vous pouvez comme ça avoir une série d'expressions qui vont être des expressions bien formées, avec une syntaxe qui n'est pas triviale. Vous voyez que les éléments de cette série sont formés en ayant Obama et en ajoutant apostrophe puis le mot prédécesseur, et puis vous pouvez itérer cette itération autant de fois qu'on a pu itérer l'opération à la ligne précédente d'ajouter plus 1.
Donc vous pouvez tout à fait traiter cela comme un langage formel. Vous pourriez décider que vous réservez le terme de langage à quelque chose de plus spécifique. Ce serait un ensemble d'expressions bien formées avec peut-être des règles d'engendrement qui seront tout à fait particulières. Là, je vous ai donné des exemples intuitifs de règles. Vous pourriez exiger des choses beaucoup plus fortes. Vous pourriez exiger qu'il y ait, par exemple, une sémantique. Vous pourriez vous demander, par exemple, quelle est la dénotation de l'expression 1, la dénotation de l'expression 1 plus 1, la dénotation de l'expression Obama, etc. Le point important, c'est qu'il n'y a pas de réponse correcte à cette question-là. Il y a une question purement terminologique qui est comment est-ce que vous voulez utiliser le terme de langage. Ce que je voudrais suggérer, c'est que quand on regarde évidemment les langues humaines, la question devient beaucoup plus compliquée parce que vous avez des propriétés formelles extrêmement riches et vous pouvez décider d'utiliser n'importe quel sous-ensemble de ces propriétés formelles pour définir ce que vous appelez le langage. Et encore une fois, on est là dans du terminologique. La question non terminologique, ça n'est pas tellement quand vous regardez tout un tas d'espèces animales, est-ce que l'espèce X a ou non le langage, si vous n'avez pas donné une définition de ce que vous appelez le langage. La question intéressante, c'est dès lors que vous avez des systèmes qui ont les propriétés minimales qu'il faut pour appliquer des outils de la théorie des langages formels, la question intéressante, ça va être, est-ce que les propriétés formelles du langage de l'espèce X sont, et puis, des éléments d'une certaine liste? Quelles sont les propriétés formelles du langage de l'espèce X et éventuellement, lesquelles de ces propriétés se rapprochent des propriétés du langage humain et lesquelles de ces propriétés sont entièrement différentes. Donc ça, c'était pour la question « Qu'est-ce que le langage ?» Qu'est-ce que maintenant la signification, dont il va être beaucoup question ici? Une approche qui a été très productive en linguistique a été de traiter la connaissance de la signification comme connaissance des conditions de vérité. Connaître le sens d'une phrase, c'est au moins connaître les conditions auxquelles cette phrase peut être vraie ou fausse. Pour vous donner un exemple, je vous ai donné il y a un instant l'exemple de ces expressions très complexes qu'on trouve dans les langues humaines, Obama, le prédécesseur d'Obama, etc. Vous pouvez former des phrases arbitrairement complexes comme cela, mais vous pouvez vous demander ensuite quel est leur sens. Par exemple, si vous dites le prédécesseur du prédécesseur d'Obama a subi une procédure d'impeachment, vous pourriez tout à fait vous demander à quelles conditions cette phrase est vraie. Si vous connaissez le français ou si vous connaissez l'anglais, vous ne saurez pas nécessairement si la phrase est vraie ou si elle est fausse, parce que pour cela, il faudrait connaître énormément de choses sur l'histoire récente, sur ce qui s'est passé, etc. Mais en revanche, vous saurez à quelles conditions la phrase est vraie ou est fausse. Et en particulier, vous pourrez retrouver quelle est la dénotation de l'expression le prédécesseur du prédécesseur d'Obama. Donc ça, ce sont maintenant les éléments minimaux qu'il faut pour avoir un système sémantique, un système qui a de la signification. Il faut avoir des règles qui vous donnent le sens des parties élémentaires, et puis des façons de les mettre ensemble. Et je vous ai donné ici un exemple du type de règles que des logiciens ou des linguistes vous donneraient dans une théorie de la vérité, donc une théorie de la signification linguistique contemporaine, pour vous donner soit le sens de « et », soit le sens de « ou ». Pour le sens de « et », vous pourriez dire « S et S' est vrai si et seulement si », et les doubles crochets ici signifient simplement le sens de S et S', ou la dénotation ici de S et S', c'est la valeur vraie, si et seulement si, S a la valeur vraie et S' a la valeur vraie. De même, le sens de S ou S', ça va être la valeur vraie, si et seulement si, S a la valeur vraie ou S' a la valeur vraie, ou les deux. Et c'est ici ce qu'on appelle un ou inclusif. Alors, l'un des points absolument cruciaux dans la sémantique contemporaine, qui va être une question très intéressante et utile dans 2 minutes quand on va parler des langages singes, c'est la question de la division du travail entre le sens tel qu'il est codé dans la sémantique, avec les règles dont je vous ai donné un exemple, versus les inférences supplémentaires que l'on peut faire
en raisonnant à partir de la compétition qu'il peut y avoir entre certaines phrases et d'autres phrases. Et je vais vous donner un exemple dans lequel ce problème se pose. Si vous dites quelque chose comme « je vais inviter Jean ou Marie », vous allez avoir une inférence très forte que je vais inviter Jean ou Marie, mais sans doute pas les deux. Si je vous dis ça comme ça, sans contexte très particulier, vous allez inférer que j'ai l'intention d'inviter l'un ou l'autre, mais pas les deux. La règle que je vous avais donnée précédemment, pour ou, ne rend pas compte de cette inférence, puisque la règle du ou que je vous ai donnée, c'est une règle du ou inclusif, qui autorise en particulier à ce que les deux disjoints soient vrais. Et donc à ce point-ci, vous pourriez penser que, tout simplement, on s'est trompé dans notre mini-analyse du français ou de l'anglais. On a peut-être donné la mauvaise règle, et il faudrait la remplacer par la règle que j'ai donnée ici, qui est que S ou S' est vrai, si et seulement si, S est vrai ou S' est vrai, mais pas les deux. Et ça, ce serait un changement tout à fait minimal dans la théorie. Le problème, c'est que si vous effectuez ce changement minimal dans la théorie, vous allez échouer à rendre compte d'autres phrases du français. Par exemple, vous pouvez dire sans contradiction « je vais inviter Jean ou Marie » et peut-être même les deux. Si on appliquait la règle que je viens d'énoncer, on prédirait que c'est quasiment une contradiction. Ça devrait avoir le sens de « je vais inviter Jean ou Marie, mais pas les deux », et peut-être les deux. Et là, tout à coup, on se demande ce que le locuteur peut bien avoir en tête. Donc, on a ici immédiatement un petit problème. Alors, il y aurait deux types de solutions. La première solution, ce serait de dire qu'il y a une véritable ambiguïté entre le « ou » avec l'indice 1 et le « ou » avec l'indice 2, un « ou » inclusif et un « ou » exclusif. La théorie dirait, vous avez le choix entre choisir l'un des mots ou l'autre, même s'ils se trouvent se prononcer de la même façon. Les linguistes, en général, n'aiment pas du tout ce type de théorie, d'abord parce que ça a l'air très arbitraire de postuler qu'il y a une ambiguïté alors même qu'il s'agit du même mot de façon phonologique. Et puis par ailleurs, à travers les langues, vous ne trouvez en fait essentiellement jamais de distinction entre un véritable « ou » inclusif et un véritable « ou » exclusif. Et les exemples qui avaient été cités dans ce sens, dans l'exemple de la linguistique, ont été en fait réanalysés en d'autres termes. Et la linguistique contemporaine a en fait postulé un autre type d'approche, qui est la seconde théorie que j'ai citée ici, dans lequel le véritable sens de « ou », c'est le « ou » inclusif. Mais il y a un raisonnement, il y a donc une division du travail entre le sens tel qu'il est codé et une espèce de raisonnement. Le raisonnement est le suivant. J'ai dit, je vais inviter, donc la phrase que j'ai prononcée, c'est « je vais inviter Jean ou Marie ». Mais j'aurais pu dire quelque chose de plus informatif, à savoir, je vais inviter Jean et Marie. Si je suis coopératif, si je vous donne le plus d'informations possible, il y a une raison pour laquelle j'ai choisi la phrase la moins informative plutôt que la phrase la plus informative, à savoir que la phrase la plus informative était fausse. Et de cette façon-là, vous pouvez expliquer qu'il y a un sens unifié pour ou, mais il y a une compétition entre ou et qui a pour résultat que quand le raisonnement peut se mettre en mouvement, vous allez inférer de « je vais inviter Jean ou Marie » qu'il n'est pas vrai que je vais inviter Jean et Marie, d'où l'impression qu'il y a un sens exclusif. Et ce débat-là, il est essentiel parce que c'est le débat entre ce que l'on doit mettre dans le sens des mots et ce que l'on doit mettre dans un processus de compétition entre certaines phrases et d'autres phrases. Je vais parler de cas qui ont exactement cette propriété-là, une division du travail non triviale entre le sens des mots et des processus de compétition entre certains mots et d'autres mots chez les petits singes. Alors, je vais établir maintenant la base en vous parlant, en vous expliquant pourquoi on a pensé, les primatologues ont pensé, qu'il y a des sens lexicaux, quelque chose comme des sens lexicaux, dans les cris d'alarme de petits singes d'Afrique. Donc, il va être ici question des singes de Diana et des singes de Campbell. Vous avez ici un arbre phylétique récent. Les détails n'ont aucune importance, si ce n'est pour montrer que la séparation entre les singes de Diana et les singes de Campbell a eu lieu il y a environ 6 millions d'années, c'est-à-dire leur séparation est
à peu près aussi ancienne que la séparation entre les ancêtres des humains et les ancêtres des chimpanzés. Les singes de Diana et les singes de Camel sont intéressants. Ils se trouvent partagés les mêmes arbres. Ils vivent très souvent ensemble. Les femelles ont gardé des cris d'alarme très proches. Les mâles Diana et les mâles Campbell ont des cris d'alarme totalement différents. Ça jouera un rôle dans un instant. L'une des premières questions, ça a été, chez les singes de Diana, est-ce qu'il y a dans leur cri d'alarme une équivalence cognitive qui est créée entre le cri d'alarme pour un prédateur et la présence réelle de ce prédateur. Donc, les singes de Diana ont deux cris d'alarme principaux pour les mâles, un cri d'alarme d'aigle et un cri d'alarme de léopard. Et dans des expériences très importantes, Klaus Zuberbühler, dans les travaux publiés en 1999, a montré qu'il y avait effectivement une équivalence entre l'effet de la présence d'un cri d'alarme d'aigle et des signes de la présence d'un aigle. Comment est-ce que l'expérience fonctionnait? Eh bien, Zuberbühler commençait par cacher dans la forêt un haut-parleur dans lequel il allait jouer des cris d'aigle, directement des cris d'aigle. Donc ça, c'est ce qui se passe à l'instant 0. Et à l'instant 1, il observait quel était le comportement en termes de réaction. C'était ce que vous avez ici sur l'axe Y, c'est simplement le nombre médian de cris par minute par les singes de Diana. Et vous voyez que quand vous avez ici un cri d'aigle au haut-parleur, et bien évidemment les singes de Diana pensent qu'il y a un aigle et donc ils sont extrêmement inquiets, ils se mettent à crier dans tous les sens. Et puis ensuite, au fur et à mesure que les minutes passent, ils se mettent à pousser de moins en moins de cris d'alarme parce que la menace s'est peut-être éloignée. Et ensuite, ce qui est essentiel, c'est ce qui se passe si vous jouez de nouveau dans votre haut-parleur un cri d'aigle. Donc de nouveau la même chose. Et alors même que le premier cri d'aigle avait eu un énorme effet, le second cri d'aigle n'a que très peu d'effet. Pourquoi? Eh bien parce que l'information a déjà été obtenue qu'il y avait un aigle dans l'environnement. Par conséquent, le fait que vous avez de nouveau un cri d'aigle, vraiment le cri de l'aigle lui-même, n'apporte rien de nouveau. La seconde condition, qui est la condition cruciale, c'est celle dans laquelle, à l'instant 0, au lieu d'avoir un cri de l'aigle directement, vous jouez au haut-parleur un cri d'alarme de singe de Diana. Et vous allez comparer l'effet qu'a ce cri d'alarme de singe de Diana avec l'effet qu'aurait directement le cri d'aigle. Et vous regardez ce qui se passe, et bien, au début, vous avez exactement la même chose. Le cri d'alarme de singe de Diana, mais qui est un cri d'aigle, cri d'alarme d'aigle, qui signale la présence d'un aigle, donne lieu chez les singes de Diana, sujets à l'expérience évidemment dans la nature, à une très forte inquiétude, et donc ils se mettent à pousser tout un tas de cris. Et puis peu à peu, tout cela décroît, et quand vous avez de nouveau dans la seconde partie de l'expérience, quand vous allez jouer cette fois-ci, non pas un cri d'alarme d'aigle, mais directement le cri d'aigle, vous allez avoir le même résultat que dans l'expérience que je rapportais précédemment, à savoir que comme l'information sur la présence de l'aigle a déjà été transmise, le fait d'entendre tout à coup directement un cri d'aigle ne cause pas une très très grande surprise, parce que vous avez déjà été prévenu de la présence de l'aigle. Et donc, ça suggère qu'il y a une équivalence mentale pour le singe de Diana entre le cri d'alarme d'aigle poussé par un autre singe de Diana et un signe direct de la présence d'un aigle. Et puis la troisième partie de l'expérience, c'est un contrôle. Il s'agit de montrer que les résultats sont tout différents si au tout début de l'expérience, vous jouez un cri d'alarme de léopard. Et si vous jouez au tout début de l'expérience un cri d'alarme de léopard, eh bien là, tout à coup, le résultat est tout différent à la fin de l'expérience, quand vous allez jouer dans votre haut-parleur qui est bien caché un véritable cri d'aigle, parce que là, tout à coup, le singe de Diana,
qui est sujet de l'expérience va se dire « Ah, j'ai entendu qu'il y avait un léopard, parce que j'ai entendu un cri d'alarme de léopard, mais on ne m'avait pas dit qu'il y avait un aigle. Et tout à coup, j'entends un aigle, et alors, hop, à ce point-ci, le singe de Diana va être très inquiet et se mettre à crier avec un grand nombre de cris. » Alors, ce que Tsubabula a montré par ailleurs, c'est que non seulement il y a ces cris d'alarme de léopard et d'aigle, mais en outre, il y a une faible, très faible sensibilité de la nature des cris qui sont poussés, cette fois-ci non pas chez les mâles, mais chez les femelles, à des considérations comme l'origine du cri ou la proximité du cri. Parce que vous pourriez évidemment vous dire qu'il s'agit là de cris d'alarme qui vous disent « regardez en haut, regardez en bas », ou bien « il y a un danger près ou il y a un danger proche ». Il y a ça dans d'autres espèces. On verra que ce sont des hypothèses tout à fait raisonnables, mais il se trouve que dans le cas des singes de Diana, en l'occurrence, il s'agit des cris d'alarme femelles qui sont plus riches que les cris d'alarme mâles. Ce que Tsubabula a montré, c'est que vous avez essentiellement la même composition des cris d'alarme, selon que vous avez un stimulus de léopard qui est proche ou qui est éloigné, un stimulus d'aigle qui est proche ou éloigné. Donc vous avez évidemment deux cris différents, cris de léopard, cris d'aigle, mais selon que le stimulus est proche ou éloigné, vous avez à peu près les mêmes résultats. Et puis, selon que le stimulus est en bas, donc sous le singe ou vers le haut, vous avez également les mêmes résultats. Et donc, c'est ce qui a conduit les primatologues à parler de cris d'alarme qui sont quasi référentiels. Ils appellent ça fonctionnellement référentiels. Alors, on peut se demander à ce point-ci quel est l'effet de l'apprentissage, l'effet possible de l'apprentissage sur la production de ces cris d'alarme. Ce que l'on observe à travers les espèces de petits singes et largement de grands singes aussi, c'est qu'en gros, l'inventaire des cris a l'air d'être inné. Vous regardez des groupes qui n'ont pas été en contact les uns avec les autres, vous retrouvez essentiellement les mêmes cris utilisés essentiellement de la même façon. Je dis essentiellement parce qu'il y a des petites différences qui sont tout à fait intéressantes, mais en première analyse, vous avez des systèmes qui ont l'air d'être innés. Là, on va regarder un cas intéressant chez les singes de Diana, où il y a peut-être une différence. Nous allons donc comparer les deux sites dont je vous ai parlé auparavant, l'île de Tiwai et la forêt Thaï. La différence entre les deux, c'est celle-ci. Dans la forêt Thaï, à droite de votre écran, les principaux prédateurs des singes de Diana, ce sont les léopards et les aigles. Sur l'île de Tiwai, à gauche, on n'a pas vu de léopard depuis en gros une quarantaine d'années. Et le résultat apparemment très intéressant, c'est qu'il y a une différence entre le comportement des singes de Diana sur l'île de Tiwai et dans la forêt Thaï. En particulier, vous pouvez vous concentrer simplement ici sur ce qui se passe tout à droite de l'écran. Si vous leur jouez des stimuli de léopard, eh bien, sur l'île de Tiwai en blanc, les singes de Diana vont en fait utiliser des séquences qui sont beaucoup plus longues que les singes de Diana de la forêt Thaï. Et donc, il semble que le comportement relativement aux stimuli de léopard ne soit pas le même entre l'île de Tiwai, où il n'y a pas de léopard, et la forêt Thaï, où il y a des léopards. Okay. Alors, je mentionne cet exemple parce que, en fait, on ne peut pas inférer de cette différence-là qu'il y a des dialectes différents. Imaginez que vous êtes un singe de Diana sur l'île de Tiwai. Vous n'avez jamais vu de léopard de votre vie. Et tout à coup, vous avez des primatologues, rhetors, qui viennent vous jouer, par un haut-parleur bien caché, un grognement de léopard. Comment est-ce que vous allez traiter ceci ? Eh bien, comme vous n'avez jamais été exposé à des léopards, vous allez traiter cela comme un cri d'alarme général. Et c'est exactement ce qui se passe, et c'est exactement ce que Tsubabula et son équipe, et sa collaboratrice Stefan disaient. Il se trouve que quand vous regardez la différence entre le comportement des singes de Diana sur l'île de Tiwai et les comportements des Diana dans la forêt Thaï,
Dans la forêt taille, les singes de Diana distinguent entre une alarme générale et une alarme de léopard. Il se trouve que c'est le même cri, ce qui suggère en fait que ce qu'on appelle le cri d'alarme de léopard, c'est un cri général qui a des usages particuliers pour les léopards. Mais il y a une différence en termes de nombre de cris par séquence dans la forêt taille. A l'inverse, sur l'île de Tiwai, les singes de Diana ne font pas de distinction entre les alarmes générales et les grognements des léopards qu'ils vont entendre. Et la raison est intuitivement très claire, c'est que tout simplement, ils ne savent pas ce que sont les léopards, et donc ils ne savent pas que les léopards sont des prédateurs, et ils traitent ça comme la présence de n'importe quel prédateur terrestre. Okay? Donc, je voulais insister sur ce point-ci, parce que dans un instant, on va voir que exactement la même logique va conduire aux conclusions inverses dans le cas des singes de Campbell. Autant dans le cas des singes de Diana, il n'y a pas de preuve de différence dialectale, il y a juste une preuve de différence d'expérience de vie entre l'île de Tiwai et la forêt taille, autant pour les singes de Campbell, ça va être différent. Je mentionne juste un point supplémentaire, c'est que l'exemple que je viens de donner du cri d'alarme de léopard du Diana, qui est en fait un cri d'alarme très général, c'est uniquement en fait la longueur des séquences qui va distinguer entre les deux dans la forêt taille. Ça, en fait, c'est un exemple d'une généralisation beaucoup plus vaste que l'on trouve à travers des espèces de primates qui se sont séparées les unes des autres il y a très longtemps, jusqu'à 50 millions d'années. C'est que très souvent, le cri d'alarme associé aux prédateurs terrestres est aussi un cri d'alarme général. Il y a des exceptions, mais on a très souvent cela. Un cri d'alarme spécifique pour les prédateurs aériens, essentiellement les rapaces, et puis un cri d'alarme général qui se trouve avoir des usages pour les prédateurs terrestres. Alors maintenant, venons-en aux singes de Campbell. Alors, les singes de Campbell, ils ont ce système plus riche pour les mâles que les mâles Diana. Donc, je vous ai dit qu'ils avaient 3 mots. Boom, qui est essentiellement un signal qu'il n'y a pas de situation de prédation. Crack, hoc, et puis il y a un suffixe. À partir de crack, vous pouvez former cracou. À partir de hoc, vous pouvez former hoku. Et voilà un résumé des données. Je vais simplifier beaucoup, mais ça va vous donner une idée de ce qui se passe. Dans la forêt taille, vous avez les deux mêmes prédateurs que pour les singes de Diana. Quand vous avez un léopard ou quand vous avez un aigle, vous pouvez toujours utiliser le cri d'alarme cracou. La généralisation, ça semble être que cracou, c'est un cri d'alarme totalement général. Quand vous avez un léopard, vous allez aussi entendre beaucoup de cris d'alarme crack. Et quand vous allez entendre un aigle, vous allez entendre beaucoup de cris hoc et également du hoku. On y reviendra. Et maintenant, vous regardez ce qui se passe dans l'île de Tiwai. Là, je ne vais même pas vous parler de ce qui se passe quand on s'amuse à cacher des haut-parleurs et qu'on joue des grognements de léopards sur l'île de Tiwai, parce qu'on a vu à l'exemple précédent, l'exemple des singes de Campbell, que les différences que l'on obtiendrait ne seraient pas informatives. Donc on va se concentrer sur les situations qui sont écologiquement raisonnables sur l'île de Tiwai, à savoir les situations dans lesquelles il y a des aigles. Et alors, évidemment, quand vous observez des situations naturelles ou que vous cachez des haut-parleurs avec des cris d'aigle sur l'île de Tiwai, vous allez entendre du cracou, qui est le cri d'alarme général, vous allez entendre du hoc, qui est le cri d'alarme d'aigle sur l'île de Taille. Mais le point absolument étonnant, c'est que vous entendez aussi tout un tas de cris d'alarme crack, qui, dans la forêt taille, seraient des cris d'alarme de léopard, et qui semblent, sur l'île de Tiwai, avoir été réanalysés comme des cris d'alarme complètement généraux. Et c'est ça le mystère auquel on va s'intéresser pendant la fin de cet exposé. Alors, on a ici un système suffisamment riche pour qu'on puisse commencer à définir sa grammaire. Donc vous avez principalement 3 mots, boom, hoc et crack. Vous avez un suffixe ou, et puis 2 des 3 mots, hoc et crack, peuvent donner lieu à
des formes suffixées, hoku et kraku. Je laisse de côté une quatrième forme qui est wak, parce qu'elle a été réanalysée depuis comme étant plutôt une sous-espèce de hoc, même si on la verra parfois dans les transcriptions. Ça, c'était pour la morphologie. C'est évidemment une morphologie très simple pour l'instant. Qu'en est-il de la syntaxe? Alors, il y a une règle syntaxique qui a l'air d'être relativement solide, c'est que le cri « boom », qui est un cri qui indique qu'il n'y a pas de situation de prédation, vient au début des phrases et par paire. Et donc, je vous ai énoncé ici une première règle syntaxique, c'est que « boom, boom » n'apparaît pratiquement qu'au début des phrases. Qu'en est-il du reste de la syntaxe? Je vous ai donné des exemples de transcription ici. On a énormément de bruit, c'est-à-dire que le reste de la syntaxe, pour l'instant, on y comprend extrêmement peu de choses. Et on va s'intéresser ici à la sémantique. Donc, la sémantique, là, il faut vraiment garder en tête la question de la division du travail entre le sens tel qu'il est codé et puis les règles de compétition qu'il peut y avoir entre mots ou entre cris. En première analyse, vous allez avoir une description qui est la suivante. Boum, boum, ça signifie quelque chose comme « nous ne sommes pas dans une situation de prédation ». Kraku, ça va signifier « il y a une alerte ». Hoc, ça va signifier quelque chose comme « il y a un aigle ». Hoku, ça va avoir un sens plus faible. Il y a une alerte vers le haut. Et le point principal, c'est crack, qui semble pouvoir signifier soit il y a un léopard dans la forêt taille, soit il y a une alerte générale sur l'île de Tiwai. Alors, les données que l'on a sont issues d'une série d'expériences. Il y a des données de 2009, qui ont été rapportées en 2009 dans l'article de Ouattara et ses collègues. Nous, on a des données plus récentes qui sont plus facilement comparables entre la forêt taille et l'île de Tiwai. Et tout simplement, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a mis ensemble toutes les situations d'aigle ici dans la forêt taille. Donc là, c'est la forêt taille. Ici, vous avez toutes les situations d'aigle. Ici, vous avez toutes les situations de léopard. Et puis, même chose pour l'île de Tiwai. Ce qui est en jaune, sans hachure, ce sont les utilisations du cri hoc. Et vous voyez, rien qu'en regardant ce que vous avez ici, que les hoc, vous en avez énormément dans les situations d'aigle, vous n'en avez pratiquement pas dans les situations de léopard. Vous avez beaucoup de hoku dans les situations d'aigle, vous avez très peu de hoku dans les situations de léopard dans la forêt taille. Et vous avez exactement la même chose sur l'île de Tiwai. Donc ça signifie que notre analyse de hoc comme un cri d'alarme d'aigle, elle est tout à fait raisonnable. Maintenant, le second point que vous pouvez voir, c'est que si vous regardez les krakus qui sont en bleu ou en mauve hachuré, ici et ici et ici et là, vous avez tout simplement des krakus absolument dans toutes les situations, ce qui suggère que kraku est bien un cri d'alarme général. Et le point principal, le vrai mystère, c'est ce qui se passe avec crack. Vous voyez qu'ici, vous avez énormément de crack, c'est le mauve non hachuré qui est dans les situations de léopard dans la forêt taille. Vous en avez peu, mais un petit peu, et j'y reviendrai, dans les situations d'aigle. Et le fait très très massif, c'est que si vous allez sur l'île de Tiwai, vous avez du crack absolument de partout. C'est-à-dire que le mauve non hachuré que vous avez, ici et là, vous le retrouvez tant dans les situations d'aigle que dans les situations de léopard. Donc c'est ça le principal mystère. Donc on peut commencer, si vous voulez, à donner une analyse détaillée de ce qui se passe. Je vais aller rapidement sur ce qui est le boom. Le boom se trouve être tout simplement un cri qui indique qu'on n'est pas dans une situation de prédation. Pour vous donner quelques exemples des données, c'était des données d'observation du Karim Ouattara, donc publiées en 2009. C'était des données essentiellement catégoriques, c'est-à-dire que dans les situations de cohésion du groupe ou de déplacement, vous aviez dans des 13 séquences observées, vous aviez des booms. Dans les relations entre groupes, rencontres entre deux groupes des singes, dans 76 des 76 séquences, il y avait des booms. Et quand il y avait des arbres qui tombaient, vous aviez des booms également dans tous les cas. Et dans les situations d'aigle ou de léopard, vous n'aviez aucun boom. Et donc ça nous permet de commencer à donner un sens
pour boom, ou ici pour boom boom, je vais tout simplement donner une règle qui donne les conditions de vérité de boom boom, de même qu'on avait développé une analyse en termes de conditions de vérité pour les langues humaines, qui serait que boom boom, c'est vrai, si et seulement si, dans la situation en question, que j'appelle ici S, il y a un événement, mais pas de prédation. Alors, qu'en est-il de Hoc? Je vous ai indiqué que Hoc, ça semblait être un cri de rapace, et donc on peut donner une analyse de Hoc également en termes de Hoc va être vrai si et seulement si il y a un prédateur aérien. Et la question principale, ça va être quel est le sens de who, du suffixe who. Et ce qui est très frappant, quand on regarde la distribution des cris que l'on trouve dans les situations naturelles, c'est que les formes suffixées en ou ont une distribution beaucoup plus large que les formes non suffixées. Vous l'avez déjà vu aux diapos précédentes, quand je vous ai montré que cracou, c'était un cri d'alarme complètement général, mais que, à l'inverse, crac était restreint dans la forêt taille à des situations de léopard. Mais le même fait va avoir lieu pour Hoc. Vous voyez en particulier que ici, on a compté le nombre de hoku dans la forêt taille dans des rencontres entre deux groupes. Et dans des rencontres entre deux groupes, vous avez énormément de hoku et vous n'avez aucun Hoc. En d'autres termes, vous avez une distribution de hoku qui est plus large que la distribution des Hoc. Ce que cela nous a conduit à postuler, c'est que le sens de ou, c'est que ça modifie une racine de façon régulière, en vous disant, pour hoku, non pas qu'il y a une présence d'aigle, mais que vous devez être dans le même type de situation cognitive que s'il y avait un aigle. En d'autres termes, l'effet du suffixe ou, ça va être d'affaiblir ou de généraliser le sens de la racine. Et donc, de cette façon-ci, vous allez avoir le résultat que hoku, ça va être vrai si et seulement si il y a un événement qui autorise le même type de comportement que s'il y avait un aigle. Donc, nous en venons maintenant à crac. Et là, le point essentiel, c'est cette différence que l'on a observée entre la forêt taille et l'île de Tiwai. Ce que l'on pourrait souhaiter dire, c'est que tout simplement, il y a une variation dialectale dans le sens de crac. Et donc voilà la théorie à laquelle on pourrait être conduit. On pourrait dire, dans la forêt taille, crac a un sens de léopard, et sur l'île de Tiwai, crac a un sens complètement général. Il pourrait s'agir exactement du même type d'analyse fondée sur une ambiguïté que je vous avais montré au début avec l'exemple du ou inclusif et du ou exclusif. À la différence ici qu'il y aurait, pourrait-on penser initialement, un crac particulier qui est le crac de léopard dans la forêt taille, et puis un autre crac qui est le crac d'alarme générale sur l'île de Tiwai. Maintenant, le point tout à fait important dans cette analyse, c'est que le système que l'on a est déjà un système contraint, car on a fait l'hypothèse que le sens de hoku est dérivé du sens de hoc avec le mot ou, avec le suffixe ou, et de même, le sens de crakou devait être dérivé du sens de crac avec le mot ou. Maintenant, si vous appliquez ce type de règle que l'on a postulé à ce qui se passe dans l'île de Tiwai. Donc on a dit, sur l'île de Tiwai, ce que vous allez avoir, c'est un sens de crac qui est un sens de léopard. Appliquez le suffixe ou à ce sens de léopard. Ce que ça va vous indiquer, c'est que vous devez être dans le même type d'état cognitif que s'il y avait un léopard. Les léopards d'habitude viennent du bas, donc l'analyse à laquelle vous allez être conduit en postulant que dans la forêt taille, crac signifie léopard et ou a cet effet d'affaiblissement du sens, c'est que vous devez être dans le même type d'état cognitif que s'il y avait un léopard, et en particulier, vous devriez regarder vers le bas. Mais maintenant, rappelez-vous quelles sont les données que l'on a eues
ici, c'est que si vous regardez maintenant dans la forêt taille, vous avez énormément de cracous dans les situations de léopard, mais vous avez énormément de cracous dans les situations d'aigle également. Et les aigles, évidemment, ce n'est pas le cas que d'habitude, ils viennent du bas, et en particulier les stimuli. Et donc, si vous voulez, le problème qu'il y a avec cette théorie, c'est qu'elle fait la prédiction que la réaction au cri cracou dans la forêt taille, ça devrait être de regarder vers le bas, et on ne devrait donc pas avoir des cracous comme réaction aux situations d'aigle. Donc, la façon dont on peut ici s'en sortir, c'est dire tout simplement que même au sein de la forêt taille, il y a une ambiguïté entre un sens général de crac que j'ai donné ici, c'est le crac 1, qui est le sens qui est modifié par ou dans cracou, et puis un sens particulier de crac qui est le sens de léopard. Et si on dit les choses comme ça, et si on dit que cracou est dérivé du sens général et que le mot crac lui-même a le second sens, on va avoir une analyse qui est satisfaisante, mais au prix de postuler exactement le même type d'ambiguïté que l'on avait au tout début de l'exposé, quand on avait montré qu'on avait un problème avec le ou inclusif et le ou exclusif, et qu'on allait le résoudre par la force brute, en disant simplement qu'il y avait une ambiguïté accidentelle. Donc, ce problème-là nous a conduit à postuler une autre théorie. Une théorie qui va être fondée sur la compétition entre les cris. Alors, on est obligé de modifier un petit peu le sens que l'on donne à cracou et hoku. Ce que l'on va dire dans cette théorie, c'est que crac est de partout un cri d'alarme général, et l'effet de ou, ça va être de vous dire que vous êtes dans une situation d'alarme faible parmi toutes les situations qui déclenchent le cri crac ou le cri hoc. Donc ici, ce que vous avez, c'est que cracou vous dit vous êtes dans une situation faible parmi toutes celles qui légitiment crac. Hoku vous dit vous êtes dans une situation d'alarme faible parmi toutes celles qui légitiment hoc. Et l'effet que vous avez, c'est que vous allez avoir cracou qui est ici plus informatif que crac, hoku qui est ici plus informatif que hoc. Et vous allez pouvoir reproduire le type d'argument que l'on avait donné précédemment dans notre seconde analyse de ou. On avait dit, en fait, ou ça a un sens unique. Il se trouve simplement que ou entre en compétition avec et que quand je vous dis je vais inviter Jean ou Marie, vous vous dites, ah, il n'a pas dit je vais inviter Jean et Marie, sans doute parce que ce truc plus informatif était faux. Nous allons maintenant appliquer exactement la même règle à crac dans la forêt taille, et le résultat que vous allez avoir, c'est que crac va entrer en compétition avec cracou et hoc. Et maintenant, demandons-nous quel va être le résultat de cette compétition. Crac signifie il y a une situation d'alarme générale. Cracou signifie il y a une situation d'alarme générale peu dangereuse. Okay. Hoc va signifier il y a une situation d'alarme vers le haut, en gros. Quand vous avez cette compétition entre crac, cracou et hoc, vous allez pouvoir inférer de l'utilisation de crac que vous n'avez pas utilisé le cri plus informatif cracou, vous n'avez pas utilisé le cri plus informatif hoc, parce que ces cris-là n'auraient pas été applicables. Donc vous allez enrichir le sens de crac par il y a une situation d'alarme générale crac, ça n'est pas une alarme faible, donc c'est une alarme sérieuse, ça n'est pas une alarme vers le haut, donc c'est une alarme vers le bas. Et donc vous avez, par ce pur mécanisme de compétition, qui est exactement le même type de mécanisme de compétition qu'on a vu avec le ou inclusif, vous allez avoir le résultat que vous allez pouvoir inférer dans la forêt taille que de crac, vous pouvez inférer que vous êtes dans une situation d'alarme qui n'est pas faible et qui n'est pas aérienne. En d'autres termes, vous allez pouvoir inférer que vous êtes dans une situation d'alarme forte et terrestre. Maintenant, mettez-vous dans la peau d'un singe de Campbell de la forêt taille, à quoi pourrait correspondre une situation d'alarme forte et terrestre? Bien évidemment, ça va être des situations de léopard, puisque ce sont les principaux
ou les uniques prédateurs terrestres. Et donc vous allez comprendre de cette façon-ci pourquoi dans la forêt taille, l'enrichissement que l'on a donné ici en termes de compétition entre crack, cracou et hoc donne lieu à un usage du mot crack principalement pour des cas de léopard. Donc ça, c'est un bon résultat. On a compris beaucoup mieux ce qui se passe ici dans la forêt taille. Maintenant, demandez-vous ce qui se passe sur l'île de Tiwai. Sur l'île de Tiwai, il n'y a tout simplement pas de prédateurs terrestres. Et vous entendez maintenant un crack, ou vous produisez un crack. Eh bien, vous n'allez tout simplement pas calculer un mécanisme de compétition qui va donner lieu à un sens qui serait quasiment contradictoire, parce que le sens enrichi que l'on obtiendrait sur l'île de Tiwai, ce serait crack, il y a une alarme, enrichissement, c'est une alarme sérieuse et terrestre, et simplement vous savez qu'il n'y a jamais d'alarme sérieuse terrestre sur l'île de Tiwai. Et donc tout simplement ce qui se passe ici, c'est que les singes de Campbell de l'île de Tiwai ont le même sens lexical de crack que les singes de Campbell de la forêt taille, mais simplement ils se contentent de ne pas faire ce calcul que vous obtenez par compétition, parce que faire ce calcul-là donnerait lieu à un sens qui est essentiellement inutilisable. J'ajoute un fait supplémentaire, c'est que le sens lexical que l'on a postulé pour crack, qui est un sens totalement général, et que l'on a tant dans la forêt taille que dans l'île de Tiwai, il vous laisse attendre qu'il nous conduit à attendre qu'il devrait y avoir, même dans la forêt taille, des usages généraux du mot crack. Et en fait, c'est ce qui se passe quand vous regardez les données de façon beaucoup plus détaillée. Il y a un certain nombre de cracks qui ont l'air, même dans la forêt taille, d'être des cris d'alarme généraux. Alors, conclusion sur les singes de Campbell. Ils ont une structure morphologique simple, un cri d'alarme boom qui est un cri de non-prédation, deux cris crack et hoc qui peuvent avoir le suffixe ou. On a fait ici le pari que ou pouvait avoir une signification régulière, et je vous ai donné deux théories possibles de ce qui se passe. La première théorie vous dit le sens de crack n'est pas le même dans la forêt taille et dans l'île de Tiwai. Crack dans la forêt taille, ça signifie léopard. Crack sur l'île de Tiwai, c'est un cri général. Et ce que je vous ai montré, c'est que sous l'hypothèse que cracou est dérivé de crack, cette théorie-là, elle n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Pourquoi? Parce que dans la forêt taille, cracou est dérivé de crack, et si cracou, ça signifiait mettez-vous dans la même situation cognitive que s'il y avait un léopard, vous regarderiez tout le temps en bas, ce qui n'est pas le cas du tout. Et donc ça nous a conduit à développer une seconde théorie dans laquelle il n'y a pas de différence dialectale entre la forêt taille et l'île de Tiwai, dans laquelle crack se trouve être de partout un cri d'alarme général qui a des usages particuliers pour les prédateurs terrestres. Rappelez-vous, c'était la généralisation qu'on avait déjà vue chez tout un tas d'autres primates. Et ce qu'on a montré, c'est qu'une logique très très simple de compétition entre cris, de compétition entre crack, cracou et hoku, donne lieu à un phénomène d'enrichissement qui, dans la forêt taille, se trouvera être désigné essentiellement des léopards, et ce processus d'enrichissement sera inutile sur l'île de Tiwai, tout simplement parce que l'écologie est différente. Alors, conclusion générale, la question que vous voulez sans doute vous poser, c'est est-ce que les singes ont un langage? Ce que j'ai suggéré, c'est que ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est quelles sont les propriétés formelles des langages singes. Ici, on a montré qu'il y a des propriétés formelles qui sont tout à fait intéressantes. On a utilisé certaines des méthodes qu'on utilise par ailleurs pour les langues humaines, en particulier la méthode de la compétition entre différents mots, entre différents cris, mais on n'a pas, si vous voulez, de propriétés extrêmement frappantes en commun qui permettraient de dire quelque chose à partir des singes de Campbell sur l'évolution du langage humain. En revanche, ce dont j'espère vous avoir convaincu, c'est que les données obtenues par la primatologie expérimentale sont maintenant tellement riches que l'on peut de façon intéressante leur appliquer des méthodes qui sont essentiellement
des méthodes de la linguistique, et on est au tout début de ce programme de recherche. Je vous remercie. Nous avons 2 petites minutes de questions, si vous en avez. Oui, j'ai trouvé passionnant ce que vous avez expliqué, surtout quand on a une formation en dialectologie, en linguistique. Et je voulais savoir si on peut déduire des 2 types d'usage de crack, que l'un serait antérieur historiquement à l'autre, c'est-à-dire est-ce qu'on aurait une population primaire dans un lieu et secondaire dans l'autre, et est-ce qu'on peut utiliser des arguments linguistiques et pas seulement génétiques pour cela? C'est une excellente question. La question ne se pose pas de la même façon pour les 2 théories que j'ai développées. Donc la seconde théorie postulait qu'en fait il y avait le même sens lexical pour crack dans la forêt taille et sur l'île de Tiwai, et uniquement une règle pragmatique qui est responsable de l'enrichissement. Pour cette théorie-là, je pense que votre question ne se poserait pas vraiment. En revanche, pour la première théorie que j'ai développée, sur laquelle il y a une vraie différence dialectale, votre question se pose tout à fait. Ce que l'on voudrait en principe avoir, c'est un modèle qui explique comment, à partir d'un sens, l'autre sens peut ou ne peut pas être analysé. Donc, dans l'article dont j'ai rapporté ici les résultats, on a quelques spéculations là-dessus, mais qui ne vont pas encore très loin. Je pense qu'on n'en est malheureusement pas encore là, mais on peut commencer au moins à donner, disons, à montrer quels sont les problèmes que l'on a quand on essaye d'avoir des mécanismes qui, soit par la réanalyse, soit par d'autres mécanismes, conduisent à la seconde signification. Oui, est-ce que la théorie ne s'intéresse qu'au langage oral? Et pourquoi ne s'intéresse-t-elle pas au comportement? Si je me mets debout, ça a une signification. Je fais une mimique, ça a une signification. Est-ce que vous étudiez ce comportement, ou alors il faut considérer que le sourd-muet ne sont pas des êtres intelligents doués de langage, même parmi les humains? Non, vous avez entièrement raison. En fait, d'une part, la linguistique contemporaine s'intéresse au langage dans les 2 modalités, langues orales, langues signées. En fait, mon groupe se trouve avoir exactement 2 parties, un travail sur les langues orales, un autre travail sur les langues signées. Maintenant, pour ce qui est évidemment d'autre chose qu'est la primatologie, il y a autant en fait des travaux sur les vocalisations que sur les gestes. Simplement, il se trouve que les petits singes dont il s'agit ici vivent dans les arbres et essentiellement ne se voient pas, si bien que la communication non orale va être sans doute beaucoup moins informative chez ces petits singes-là que chez les grands singes. Chez les grands singes, il y a des primatologues avec lesquels mon équipe collabore également, qui ont fait des travaux très très détaillés sur les gestes communicationnels des grands singes et la comparaison des gestes communicationnels des grands singes. Et il y a là, en fait, non seulement les gestes, mais même les expressions faciales. Il y a une littérature absolument passionnante, et simplement, c'est un sujet un petit peu différent de celui-ci, mais dans le principe, tant les signaux visuels que les signaux vocaux peuvent être extraordinairement informatifs, et je pense que pour le programme dont j'ai parlé ici, les 2 devraient être étudiés essentiellement dans le même cadre général. Est-ce que les parents singes apprennent les 3 mots ou les 4 mots au bébé, ou est-ce que voilà, non, donc ça leur vient tout de suite? Pour autant, donc, la situation est un peu différente chez les femelles et chez les mâles, parce que les femelles et les mâles n'ont pas le même répertoire. Mais pour autant qu'on sache, ça vient tout seul. Alors, il est probable qu'il faut une certaine exposition. Il y a quelques singes captifs à Rennes, mais malheureusement le mâle parle très très peu. Mais pour autant qu'on sache, c'est des choses qui sont largement innées. Il y a cependant des travaux sur les vervets, travaux pionniers de Seyfarth et Cheney de 1980, dans lesquels ils ont étudié l'usage fin des cris d'alarme d'aigle par des vervets d'âge différents. Et donc, ils se mettent à utiliser les cris extrêmement tôt, et c'est compatible avec une hypothèse, si vous voulez, innéiste,
Mais en revanche, l'usage devient de plus en plus fin au fur et à mesure qu'ils grandissent. Ils les appliquent au début pour, en gros, tous les oiseaux, et puis peu à peu, ils raffinent l'usage, ça devient un cri d'alarme de rapace, et en fin de compte, vous avez un cri d'alarme uniquement pour les rapaces qui se trouvent être des prédateurs. Donc on a des informations là-dessus, mais en première analyse, on a l'impression qu'une large partie du système est innée, mais je suis persuadé que plus on en saura, plus on aura une position modérée sur cette question-là. Encore une dernière question? Oui, je m'interroge. Est-ce que c'est donc une activité réflexe ou est-ce qu'il y a un choix conscient? Pour l'instant, sur les singes de Campbell, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un choix conscient, ni même d'un choix qui dépendrait de l'état de connaissance des interlocuteurs. Et j'ai été très prudent, je n'ai rien asserté sur ce point-là, parce que je pense tout simplement que les données ne nous permettent pas d'avoir des thèses fortes là-dessus. Il y a un vrai débat en primatologie sur la question de savoir si ces petits singes ont un contrôle ou pas de ces productions-là. Ça n'empêche pas que ça a toute la structure dont j'ai parlé. Ce qui est très important, c'est que chez les grands singes, en revanche, et en particulier chez les chimpanzés, il y a des résultats expérimentaux remarquables qui suggèrent que ça n'est pas un mécanisme automatique, au sens où ils prennent en compte l'état de connaissance des interlocuteurs potentiels, c'est-à-dire qu'un cri d'alarme de serpent va être produit plus ou moins fréquemment selon que le chimpanzé qui le produit sait ou ne sait pas que son interlocuteur a vu directement le serpent. Donc là, on a une situation qui est différente chez les grands singes qui ont été étudiés et chez les petits singes. Merci beaucoup.